Bonsoir tout le monde. Nous allons commencer cette rencontre sur Jérusalem et l'archéologie avec le père Jean-Jacques Pernez, qui est directeur de l'école biblique et archéologique française depuis octobre 2015, donc à Jérusalem, et qui est assisté du père Jean-Baptiste Humbert. Donc le père Jean-Jacques Pernez est directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Il va se présenter dans quelques instants. Et le père Jean-Baptiste Humbert est archéologue. Il va donc se présenter, lui et l'école. Ensuite, les micros de tout le monde seront désactivés. Et si vous avez des remarques ou des questions surtout, vous les tapez s'il vous plaît sur le clavier en utilisant discussion. Et après la présentation du père Jean-Jacques Pernez, je vais reprendre le plus de questions possible et nous pouvons avoir un échange. Donc, merci Père Pernez d'être avec nous. And now you can unmute Andreas and the word is to Father Pernez. Thank you. Let's go ahead. Okay. Father Jean-Jacques, just give me 1 second. Okay, please. Yes. Dans un Merci à tous d'être avec nous. C'est la dernière de nos rencontres, en tout cas pour cette année, pour le moment c'est la dernière, des rencontres Zoom qu'organisent les amis de Sabile France. Elles ont toutes été très riches. Nous avons appris beaucoup de choses à travers elles. Vos micros seront désactivés, mais je le redis, utilisez discussion et vous pourrez poser la question. Okay, Father, you are ready. Yes, let's go on. Père Jean-Jacques, à vous. Bien, bonjour les amis, bonsoir plutôt, parce qu'il est 7 heures ici à Jérusalem, 19 heures. Il fait nuit déjà depuis un bon moment. Il a fait une très belle journée aujourd'hui. Je vais peut-être vous donner d'abord quelques bonnes nouvelles générales. C'est pas mal aussi d'avoir des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, la maison d'Abraham, qui a trouvé un nouvel élan. Vous connaissez la maison d'Abraham, je pense beaucoup d'entre vous, qui est à Ras El Hamoud et qui a été véritablement relancée il y a quelques années par le Secours catholique, qui a d'abord fait des travaux importants de rénovation de la maison, voilà, pour la rendre accueillante. Ensuite, qui a lancé une nouvelle programmation visant à plusieurs choses. D'abord, à accueillir vraiment des pèlerins ayant peu de moyens, ce qui est important parce que la vie est devenue extrêmement chère à Jérusalem. Et d'ailleurs, en général, ici, c'est devenu très cher. Et donc, il crée les conditions pour accueillir des pèlerins qui n'ont pas des gros moyens financiers. Et surtout, il y a un nouveau directeur et un couple, Bernard Thibault et son épouse Sylvie, qui ont pris en main cette maison de façon magnifique et qui ont beaucoup d'initiatives, en particulier pour faire le lien avec le quartier. Et là, on arrive déjà à nos sujets d'archéologie, puisque le quartier de la maison d'Abraham, c'est le quartier de Silouane, qui est juste en dessous, n'est-ce pas? Qui est un quartier extrêmement sensible et sur lequel les autorités israéliennes font peser une main un peu dure. Et donc, la maison d'Abraham crée des initiatives. Et aujourd'hui, par exemple, hier, je suis allé cet après-midi, ils ont fait un Christmas Bazaar, un bazar de Noël, mais qui avait pour but d'abord d'offrir aux familles du voisinage la possibilité de vendre un certain nombre de choses, par exemple des confitures, des broderies. C'était très sympathique. C'est très sympathique. Et on voyait donc plein de femmes, d'enfants, quelques hommes du quartier. Et voilà, c'était une belle chose de la journée à Jérusalem. Voilà. Je voulais commencer par là parce qu'on partage souvent des mauvaises nouvelles de ce pays, mais il y a aussi des gens qui réussissent à faire un peu de lien et à créer un peu de relations et de cordialité et de tissu. Très bien. Voilà. Écoutez, l'école biblique, j'ai prévu un petit PowerPoint. Je ne sais pas si je peux le faire passer. Is it possible to put on a PowerPoint? I have prepared something. Yes, of course. 1 second, please. If I can share the screen. Yes, you can now share it. OK.
Donc, je vais vous passer un petit PowerPoint avec une trentaine d'images pour faire un peu l'historique de l'école biblique de façon un peu en détail. Et puis après, on pourra parler un peu des sujets, entre autres d'archéologie, puisque c'est ce que vous avez souhaité. Le frère Jean-Baptiste a du mal à nous rejoindre ce soir, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous donner les meilleures informations possibles. Donc, essayons de passer le PowerPoint. Voilà. Alors, slideshow from the beginning. Est-ce que vous voyez la première image? Non, pas encore, pas encore. Non. Pas encore. Et là? Non. Pas encore. Slideshow. Non, il n'y a toujours rien. Non. Can you help me, the one who is in charge of the... Yes, yes, of course. So down the screen, Yes. ever share screen. Do you see it? Yes, I saw that. I did that. I did share screen. And Okay, you press okay. on it. Okay, now I do. I press share. Okay, here we are. Is it okay? Yes. You see it? Yes, yes, I can see it. Ok. Voilà, donc est-ce que tout le monde voit la première diapo? Oui, oui, c'est bon. Donc, vous avez ici la très belle photo que vous connaissez certainement de l'entrée magnifique du couvent Saint-Étienne de Jérusalem, où se trouve l'école biblique. Et donc, je vous propose quelques vues pour vous faire un peu comprendre ce que nous faisons ici, pourquoi nous sommes là. Au cours du 19e siècle, donc, la manière de lire la Bible a été profondément remise en cause. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des découvertes très importantes dans le domaine de l'histoire en particulier et de l'archéologie. J'ai mis ici deux personnages importants de cette histoire. C'est le Ernest Renan, qui est un grand savant, qui était professeur au Collège de France, qui a créé le corpus des inscriptions sémitiques. C'est vraiment un des savants qui, au 19e siècle, a beaucoup contribué à renouveler la compréhension de l'histoire du Moyen-Orient, et évidemment le Père Lagrange. Qu'est-ce qui était remis en cause? Tout d'abord, la paléontologie faisait remonter l'histoire de l'homme à plus de 150 000 ans. Autrement dit, ce que dit la Bible, l'histoire biblique d'Adam et Ève, ne tenait plus debout, n'est-ce pas? On découvrait que jusque-là, la Bible, c'était l'histoire du monde, et bien désormais, c'était fini. On avait un autre regard sur l'histoire du monde. Une autre découverte importante, c'est la découverte de Sumer et l'épopée de Gilgamesh, donc en Mésopotamie, qui nous livre un autre récit du déluge. Et donc, on va peu à peu découvrir d'énormes archives dans des écritures qui n'étaient pas encore déchiffrées et qui vont faire basculer une lecture traditionnelle de la Bible. Je m'explique. Par exemple, on découvre de brillantes civilisations qui, d'une certaine manière, éclipsent l'histoire de ce qu'on appelait le peuple élu, comme si le peuple élu avait été le seul grand peuple au Moyen-Orient. Eh bien non. En 1842, le Français Paul-Émile Botta, qui ensuite a été consul général à Jérusalem d'ailleurs, fait des fouilles près de Mossoul et dégage un palais de Sargon, un grand empereur assyrien. 3 ans plus tard, un Anglais, Layard, explore Nimroud, le palais de Salmanasar III. Ce sont des découvertes absolument spectaculaires. Et petit à petit, on va apprendre à déchiffrer ces écritures. Par exemple, en 1850, un autre Anglais, Rawlinson, propose une lecture des cunéiformes à partir d'une inscription achéménide trouvée en Iran. C'est un texte en 3 langues, en vieux perse, en élamite, en akkadien. Et donc, ce qui, jusque-là, était simplement des grimoires, des graffitis sur des pierres ou sur des tablettes, tout d'un coup, va se mettre à parler et on va commencer à traduire. Ainsi, par exemple, à la fin du 19e, on traduit la fameuse épopée de Gilgamesh, qui est une sorte de récit aussi de fondation du monde. Et on va trouver un récit du déluge qui est assez proche de ce qu'il y a dans la Bible. Et donc, vous voyez, ça, évidemment, c'est assez troublant. On découvre donc que les auteurs bibliques ont puisé dans le répertoire littéraire du Proche-Orient ancien, que la création du monde, le déluge, la tour de Babel sont des mythes et que la Bible n'est pas un livre historique. Et ça a été un choc, parce qu'en réalité, comme j'y reviendrai tout à l'heure,
on a commencé à faire de l'archéologie biblique ici au 19e siècle pour prouver que la Bible disait vrai. Or, nous avions à l'époque des découvertes scientifiques qui disaient d'une certaine manière le contraire. Toute la chronologie biblique s'effondre. Adam et Ève, fondateurs de l'humanité, question. L'histoire d'Abraham et des patriarches est également remise en question. La composition du Pentateuque par Moïse. Est-ce que Moïse a pu écrire le Pentateuque puisqu'il y raconte sa propre mort? Vous voyez, il y a des questions considérables qui sont posées à ce moment-là. Et donc, il y a un grand émoi dans le monde chrétien. Les pays latins surtout, parce qu'ils ne sont pas assidus dans la lecture de la Bible. La Bible est considérée comme un livre pour les protestants. En revanche, les protestants, oui, les églises américaines, anglaises, allemandes se mobilisent et vont créer ce qu'on appellera l'archéologie biblique. C'est-à-dire, on va venir en Terre Sainte avec passion pour essayer de fouiller et pour découvrir si vraiment la Bible dit vrai. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se lance dans les fouilles archéologiques. La mode était venue avec les savants de Bonaparte, la description de l'Égypte à la fin du XVIIIe siècle. On va donc déchiffrer les langues anciennes, le sumérien, l'akkadien, l'ougaritique, etc. Et on est en plein positivisme à la fin du XIXe siècle. Et on a donc la conviction que la science va avoir raison des croyances religieuses traditionnelles. Et ça, c'était d'ailleurs ce que disait Renan. Renan était un positiviste, c'était un homme qui disait, ben voilà, maintenant, tous ces mythes chrétiens sont en train de s'effondrer, tout ça ne tient pas debout, la science va vous dire ce que l'on peut véritablement croire. Charles Clermont-Ganneau, par exemple, un grand archéologue français, déchiffre la stèle de Mechta, qui est écrite dans un dialecte cananéen, une ancienne écriture dont sortira l'hébreu. Il y a eu un grand colloque il y a 2 ou 3 ans à Paris, au Collège de France, sur cette stèle qui est très importante. Et donc, tout le monde va se lancer dans l'exploration de l'Orient pour essayer de prouver que la Bible dit vrai, prouver la Bible par l'archéologie. Et donc, on crée en 1875 le Palestine Exploration Fund, qui va beaucoup travailler dans toute la Palestine. Puis, un certain nombre d'écoles vont naître, la British School d'archéologie, 1919, l'école biblique pratique d'études bibliques du Père Lagrange était née quelques années avant, la Deutsche Orientgesellschaft allemande quelques années après, et les écoles américaines, American School de Jérusalem et de Bagdad. Donc tout ça, si vous voulez, c'est un énorme bouillonnement autour de l'archéologie biblique à la fin du 19e siècle. Et le Palestine Exploration Fund disait, voilà, c'est une société de recherche exacte et systématique par l'archéologie, la topographie, la géologie, la géographie physique des us et coutumes de la Terre Sainte pour la compréhension de la Bible. Donc, vous voyez, le propos est très clair. On va utiliser des sciences pour mieux comprendre la Bible. Sauf que le problème, c'est que ça ne colle pas. Et du coup, il va y avoir une contestation de l'historicité de la Bible. Un des grands remetteurs en cause a été Wellhausen au XIXe siècle, au début du XXe. Pour lui, l'historiographie biblique a été rédigée, voire purement inventée, pendant l'exil à Babylone. Ce ne sont pas des documents d'histoire, ce sont des récits fondateurs, ce qui n'est pas du tout la même chose, on pourrait y revenir. Et donc, les spécialistes vont peu à peu voir dans le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, une collection de diverses traditions mises ensemble a posteriori pour accréditer un récit fondateur. Donc, vous voyez, on serait plus dans la mythologie que dans l'histoire. Et Renan, brillant bibliste et linguiste français, féru de philologie et d'épigraphie, mais rationaliste, est décidé aux critiques historiques et exégétiques, créer le corpus des inscriptions sémitiques qui montre que la Bible n'est qu'un chapitre de l'histoire de l'Orient sémitique et dépendant d'une histoire beaucoup plus large. Voyez, on sort un peu du récit biblique. Bon, alors, Renan va avoir un impact très important. Sa vie de Jésus va avoir un succès absolument énorme à la fin du 19e siècle, mais elle va beaucoup fâcher les catholiques. Et Léon XIII va publier en 1893 une encyclique qui condamne les erreurs du rationalisme et de la critique radicale. Et donc, il va exposer les principes de l'étude des Saintes Écritures et donner des instructions sur la manière de les enseigner dans les séminaires. Donc, d'une certaine manière, l'Église catholique reprend le contrôle
de l'exégèse et de l'étude biblique et même de l'archéologie d'une certaine manière. Et c'est là qu'intervient le Père Lagrange, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, il y a un défi pour l'intelligence. Est-ce que véritablement on peut rester croyant, fidèle à l'Église et en même temps être un savant qui accepte les découvertes scientifiques de son temps? Et Lagrange avait cette phrase très belle, la foi ne doit pas avoir peur de la vérité. Et donc on a véritablement eu, et il ajoutait, toute étude loyale allant à la vérité ne peut nous nuire. Et donc c'est de là que naît l'intuition de la création de l'école biblique en 1890, qui est d'abord créée comme sous le titre de École pratique d'études bibliques. Le but, c'est d'essayer d'étudier la Bible au pays de la Bible. Voyez. Et Lagrange employait la formule, et là on arrive à l'archéologie, on va essayer de rapprocher le document, le texte, du monument. Pour lui, on comprend bien le texte dans son contexte. Et du coup, c'est ainsi qu'il va avoir recours aux sciences modernes, lui aussi, mais dans une autre perspective que les rationalistes, en histoire, en archéologie, en épigraphie, en étude des langues sémitiques. Il va réunir à Jérusalem tout un ensemble de frères dominicains. Vous avez ici une photo des débuts de l'école à la fin du 19e, début du 20e siècle, où véritablement il va puiser des spécialistes. Au bas de la photo, vous avez là, je mets mon curseur sur le père Vincent, qui est là en bas. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur qui tourne, vous le voyez. Oui. Le père Vincent a été véritablement le premier grand archéologue dominicain. Il a d'ailleurs sa rue, son nom sur une rue près de l'école biblique. Vous avez ici le père Jossin, qui était aussi un grand spécialiste des tribus jordaniennes. Vous avez ici le père Lagrange, vous voyez, donc c'est véritablement une première génération. Bon, tous n'ont pas été membres de l'école biblique, c'était des jeunes frères étudiants. Mais dans ce groupe-là, il va puiser et il va faire véritablement un travail formidable parce que c'était plus facile qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les avions, mais il n'y avait pas de frontières non plus. Et donc, on allait où on voulait, c'était l'Empire ottoman. Hein, et donc, ils vont aller dans les pays de la Bible, n'est-ce pas? C'est à la fois évidemment l'Égypte, hein, mais c'est aussi la Palestine, bien sûr, la Syrie, la Jordanie. Jossin est allé en Arabie du Nord, n'est-ce pas? Ils allaient à Palmyre, donc dans la Syrie d'aujourd'hui. Vous voyez, il y avait un rayon d'action qui est extrêmement large. Ils apprennent les langues anciennes. Ils vont beaucoup travailler à photographier, relever, publier des documents. Vous avez ici une photo magnifique à droite qui est l'estampage d'une inscription sur la tombe du Turcoman à Pétra. Vous savez, ces magnifiques tombes nabatéennes de Pétra. Probablement certains d'entre vous êtes allés à Pétra. C'est un très grand site. Et sur cette photo, on voit le père Jossin qui est ici en bas à gauche, qui est un homme qui donnait des ordres. Le père Lagrange est de dos et je crois que le père Vincent est sur l'échelle. Vous voyez, c'est une échelle de fortune. Les barreaux sont faits avec des piquets de tente et on faisait l'estampage, c'est-à-dire pour lire l'inscription, on colle sur l'inscription une sorte de papier buvard mouillé, puis on passe son doigt pour faire les creux et les bosses, on fait sécher, on ramène ça à la maison et après on essaie de déchiffrer. C'est ce qu'on appelle un estampage. Et ce sont ces estampes qui sont ramenées à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à l'Institut de France, où il y a le cabinet des estampes, aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Et quand il y a 2 ans, nous avons fait un colloque à l'Académie pour célébrer les 100 ans de notre reconnaissance comme école archéologique française, on a sorti les estampages, ceux-là, ceux de Jossin, avec ensuite des publications qui ont été faites et qui sont très remarquables. Donc, c'est une génération formidable, intrépide. C'est l'enthousiasme des commencements. Vous savez, quand on commence une aventure, on a le feu sacré. Vous avez ici à gauche le père Vincent, très grand savant. Jossin et Savignac à Chameau. Hein, ils partent en Arabie. Hein. Et donc, l'enseignement va commencer le 15 novembre 1890 à l'école biblique avec le programme « Essayons de parcourir la carrière avec ce que notre temps a de beau et de bon. » Et c'est un très beau programme, n'est-ce pas, que lance le père Lagrange pour les commencements. L'école biblique est approuvée par le Saint-Siège en 1992. Et donc, on met en place une équipe de chercheurs spécialisés. On élabore un programme d'études
dans les domaines que j'ai indiqués, les langues anciennes, l'histoire, la géographie du Proche-Orient ancien, la visite des sites, l'exégèse, la théologie. On accueille des étudiants, des clercs et des laïcs qui ont publié une revue spécialisée, la revue biblique, et des travaux de recherche, les études bibliques. Donc c'est vraiment une sorte de mini-université qui se met en place, qui ne prétend pas être une université. Le fait de s'être appelé école pratique d'études bibliques, sur le modèle de l'école pratique des hautes études à Paris, voulait signifier que ce serait un petit groupe assez restreint de savants avec des disciples. Donc l'école biblique n'a jamais eu l'ambition d'avoir 300, 500 000 étudiants. Quand on en a 50 dans l'année, on est très content. C'est même beaucoup pour nous, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, très vite, les choses ont démarré. La revue biblique démarre en 1892. Ensuite, vous avez les travaux dont je vous ai parlé, les fameuses missions archéologiques en Arabie du père Jossin et Savignac. 5 volumes sont publiés entre 1907 et le 1914. Lagrange va publier la méthode historique, où il va avoir de grosses difficultés, parce que le monde catholique va être très inquiet de ce nouveau regard sur la Bible, et d'autant plus que dans le monde catholique, certains avaient choisi de quitter l'Église. C'était le cas de Renan, mais surtout de l'abbé Loisy, qui enseignait à l'Institut catholique de Paris. Mais très vite, les travaux des frères ici vont beaucoup marquer les spécialistes. Et là, on est maintenant dans notre sujet de l'archéologie. Canaan, c'est un grand livre du père Vincent de 1907. Vous avez Coutume des Arabes au pays de Moab du père Jossin. Voilà, et donc les choses continuent, mais tout de même, ça va être difficile. Le Saint-Siège et la droite catholique sont inquiets, jettent la suspicion sur les travaux du père Lagrange. Il n'est jamais mis à l'index, mais on lui interdit de publier son commentaire de la Genèse, dont l'original est toujours dans mon bureau ici à Jérusalem. Et on lui dit, vous laissez l'Ancien Testament, c'est trop compliqué, passez au Nouveau Testament. Et il faudra attendre 1943, c'est-à-dire presque 60 ans après la fondation de l'école, pour qu'on reconnaisse le bien fondé de la recherche de Lagrange et que ça devienne véritablement l'enseignement officiel dans l'Église. Et c'est en 1920, à cause de la qualité des travaux d'archéologie et d'orientalisme faits par l'école, que l'Académie des inscriptions et belles-lettres reconnaît l'école biblique de Jérusalem comme 4e école archéologique française à l'étranger. Les premières, c'était l'école française d'Athènes, l'école française de Rome, l'école d'Extrême-Orient, et nous avons été la 4e. Et vous avez ici la photo en haut de la célébration que nous avons faite à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous voyez mon petit habit blanc là au milieu des académiciens. C'était donc il y a 2 ans, en mars 2020. Ça d'ailleurs m'a valu d'être bloqué avec Jean-Baptiste Imbert en France parce que le confinement nous est tombé dessus. Mais on a eu une très belle célébration à l'occasion des 100 ans de notre reconnaissance comme école française. Pourquoi? Parce que l'Empire ottoman était tombé, la Palestine était confiée aux Britanniques et la France n'avait plus le même accès au site. Et donc, nous sommes devenus en quelque sorte le portail qui permet d'accès au site. Et c'est en l'honneur de cela aussi que j'ai invité le président de la République, Emmanuel Macron, qui est venu en 2020 à Jérusalem à l'école biblique, qui a passé une partie de la matinée avec nous. Vous le voyez ici dans un de nos bureaux. Et donc, ça a été une visite très intéressante et pour nous, évidemment, un appui important au plus haut niveau de notre pays, de ce que nous faisons. Nos activités, c'est d'abord de la recherche. Vous avez ici des étudiants ou des professeurs à la bibliothèque. À gauche, en haut, un séminaire sur Qumran avec de grands spécialistes. En particulier, il y a même des Israéliens. Ici, il y a Emmanuel Tov, qui est un des grands spécialistes israéliens qui a publié une partie des manuscrits de Qumran après la première génération de l'école biblique. L'enseignement, bien sûr. Souvent en petit comité. Vous avez ici le laboratoire d'épigraphie sémitique. Vous voyez Émile Puech de dos, pour ceux qui le connaissent, qui enseigne à 3 étudiants. Vous savez, quand c'est comme ça, très technique, très pointu, il n'y a pas quantité, il n'y a pas de dizaines d'étudiants. Nous avons ici à droite une défense de thèse, une soutenance de thèse d'un frère dominicain américain, c'était il y a 2 ou 3 ans. La dernière soutenance qui a eu lieu était il y a 1 mois, c'était un dominicain polonais, très brillante soutenance, magnifique. On a été très encouragés par la qualité du travail. Et puis, bien sûr, nous avons les visites archéologiques tous les mardis. Nous avons les étudiants qui vont sur les sites et tous les trimestres, ils vont passer 1 semaine. Là, ils viennent de rentrer hier soir d'1 semaine en Galilée.
magnifique visite. Malheureusement, on n'a pas pu passer par Naplouse et la Samarie à cause des problèmes politiques du moment. Et puis, nous faisons des fouilles. Il n'y a pas actuellement des fouilles importantes en cours. Les grandes fouilles, évidemment, ont été celles du Père de Vaux, en particulier à Qumran, c'est la plus connue. Mais il y a tout de même eu des travaux à Gaza. Vous avez ici 2 sites importants, une église et le site d'Antédon, qui a maintenant été recouvert. Et nous avons des publications, bien sûr, la Bible de Jérusalem, les publications d'archéologie. Nous avons créé d'ailleurs une collection spéciale pour cela, il y a quelques années. Et donc, nos défis aujourd'hui, eh bien, c'est trouver des professeurs dans des disciplines très spécialisées, ce n'est pas évident. Avoir aussi des partenariats académiques, mais ça, c'est plus facile parce que la qualité de nos travaux fait que nous n'avons pas beaucoup de mal à avoir des partenaires. Et nous sommes actuellement en train de signer des conventions très intéressantes avec de grandes universités. On en a déjà depuis des années, évidemment, avec Strasbourg, l'Institut catholique de Paris, l'Institut public de Rome. Mais là, on vient de signer avec Munich. On va signer avec Complutense à Madrid. Voilà. On a aussi un défi, c'est les conditions matérielles des étudiants et les chercheurs. Nous sommes c'est des vieux bâtiments, l'école. Cette année, nous avons un très gros chantier, très, très coûteux pour rénover une des résidences d'étudiants. Je peux vous dire le chiffre, c'est 800 000 €. C'est énorme pour nous, mais on ne peut pas laisser des étudiants d'aujourd'hui sans avoir les douches dans les chambres, la climatisation. Enfin, on est obligé de suivre le mouvement général, mais pour nous, c'est véritablement un problème. Et pour ça, il faut des financements. Et évidemment, nous avons le contexte politique qui est compliqué. Une dernière vue pour vous montrer 2 choses qui peuvent vous intéresser si vous vous intéressez à l'archéologie de Jérusalem. Un livre récent de Vincent Lemire, qui est un des meilleurs spécialistes de l'histoire de Jérusalem, qui vient d'ailleurs, je le signale, de faire une très belle bande dessinée, Histoire de Jérusalem, qui est magnifique, un vrai travail scientifique, bien que ce soit une bande dessinée. Et puis, vous avez à gauche un numéro des Cahiers de l'Orient qui était publié par Antoine Sfer, qui est maintenant décédé, mais c'est un numéro qui n'a que 4 ans et qui posait vraiment les questions sur voilà, les problèmes spécifiques de l'archéologie à Jérusalem. Voilà, donc j'ai fini ce partage de PowerPoint. Maintenant, soit vous avez des questions, soit je vous fais une petite présentation générale. Dites-moi ce que vous souhaitez et j'ai pensé que c'était bien de vous faire un tour d'horizon général pour, voilà, pour avoir une sorte de vue globale. Maintenant, dites-moi ce qui vous intéresse et voilà, je laisse peut-être Ernest me guider. Oui. Merci beaucoup. C'était bien d'avoir cette présentation. Dites-nous combien d'étudiants vous avez en ce moment et ce qu'ils font. Et puis, Oui. on va pouvoir passer à l'actualité. Écoutez, en général, on a à peu près une quarantaine d'étudiants sur l'année. On peut en loger, les années normales, on peut en loger 25 ici. Et il y en a une quinzaine qui sont auditeurs libres, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, qui sont par exemple chez les franciscains, ou vous voyez, à droite ou à gauche, et qui viennent pour certains cours. Mais en général, on en a 25 à peu près à plein temps chez nous, voilà, dont 2 boursiers qui nous sont envoyés par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui nous envoient régulièrement des boursiers. En général, il y en a un en épigraphie et un en archéologie. Cette année, on en a 2 qui sont très, très remarquables. Il y a par exemple une jeune femme d'origine iranienne qui travaille sur l'Empire achéménide, qui fait un travail tout à fait de grande qualité. Voilà. Donc, on en a eu un peu moins cette année parce que, à cause du Covid, il y a des gens qui ne sont pas entrés dans les cycles de formation il y a 2 ans, ni à la Cato à Paris, ni au Biblicum à Rome. Donc, il y a une petite décrue, mais ça nous arrange, comme on n'a qu'une résidence d'étudiants ouverte cette année pour les accueillir et qu'on n'aime pas trop loger les gens dehors. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, parlons de l'archéologie actuellement. Donc, au début, il y avait cette tension archéologie, texte biblique. Aujourd'hui, on entend de plus en plus aussi que l'archéologie est manipulée ou on essaye d'utiliser l'archéologie avec des arrière-pensées politiques. Alors, dans quelle mesure est-ce que ça complique le travail et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de fouilles qui posent problème actuellement, Oui. qui vous posent problème ou qui D'abord, sont... je pense qu'il ne faut jamais généraliser. Il ne faut jamais généraliser. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que c'est toujours comme ça. Je pense que c'est important. Je vais d'abord peut-être faire un petit historique sur les fouilles de l'école pour bien situer ce que nous faisons. Hein. J'aimerais juste savoir,
redire pour les gens qui sont avec nous, utilisez l'icône discussion pour poser vos questions, s'il vous plaît. Merci, à vous. Voilà. Donc, je dirais la première génération de l'école, jusqu'aux années 40, n'a pas fait de fouilles. Et j'ai dit dans le PowerPoint qu'ils ont surtout fait un travail de découverte de la région, hein, d'exploration. En anglais, on dit survey. Ils sont allés voir un peu partout ce qu'il y avait et ils ont fait des travaux scientifiques de grande qualité, mais ils n'ont pas fouillé. La première vraie fouille avec des coups de pioche et des trous de l'école biblique commence en 1940 au monastère d'Abou-Gosh, que beaucoup d'entre vous connaissez, hein, on a trouvé un caravansérail au pied de l'époque mamelouk, au pied, et puis même Ayoubide d'avant, enfin, au pied de l'église d'Abou-Gosh, des bénédictins. Et ensuite, évidemment, le père Deveau s'est lancé dans une grande fouille à Tel el-Fara, près de Naplouse, qui a duré des années et qui était intéressante parce que c'était un site qui avait un grand intérêt biblique. On pensait que c'était probablement l'ancienne Tirsa, qui aurait été la première capitale du royaume du Nord. Vous voyez, quand Israël s'installe, donc pour nous, c'était intéressant d'avoir une fouille qui soit à l'articulation de l'archéologie et de la Bible. Donc le père Deveau commence ça, en 1947, et puis la même année, découverte de Qumran. Ensuite, il y a la partition de la Palestine en 1948, on ne peut rien faire, il y a la guerre. Et en 1949, il commence les fouilles de Qumran. Et donc, pendant une quinzaine d'années, il va conduire en même temps 2 séries de fouilles, ce qui va être extrêmement compliqué pour lui, n'est-ce pas, extrêmement compliqué. Et ça va être d'ailleurs, je crois, un peu la cause de sa grande fatigue. Il est mort à l'âge de 67 ans. Je viens de publier une biographie du père Deveau qui est sortie cette semaine. J'ai passé 4 ans à préparer ce livre. Eh bien, on voit bien dans le parcours de sa vie que cette juxtaposition de 2 grosses fouilles a été pour lui très, très lourde. Mais on fouillait encore sur les sites bibliques, si vous voulez. Et ensuite, à la fin de sa vie, il a encore obtenu une fouille importante à Tel Kessan. Mais petit à petit, à cause du contexte politique, l'école biblique n'a pas eu toute la latitude pour continuer des fouilles en Israël et en Palestine. En Israël, évidemment, tout se passe par les autorités israéliennes, les antiquités israéliennes, qui sont d'ailleurs des gens extrêmement compétents. Et dans les territoires, on n'a pas toute liberté de manœuvre non plus. Et c'est la raison pour laquelle les frères dominicains, en particulier Jean-Baptiste Imbert, ont surtout fouillé d'abord en Jordanie, n'est-ce pas, à Samra, au nord de la Jordanie, des sites byzantins extrêmement intéressants, et puis d'autres sites, à la citadelle de Amman, etc. Et ensuite, à la demande de la France, nous sommes allés fouiller à Gaza, où nous avons toujours des fouilles qui sont en cours, qui sont des fouilles plutôt de conservation. On ne creuse plus tellement, si vous voulez, mais on a découvert, entre autres, un très grand monastère byzantin du 5e siècle, le monastère de Saint-Hilarion. Et il y a un gros projet qui est en cours depuis une vingtaine d'années. Nous ne sommes seulement la couverture scientifique, hein, c'est nous qui supervisons au plan scientifique, mais le travail est fait sur place par un chercheur associé de l'école, René Elter, et puis des collaborateurs et des financements qui sont depuis longtemps, ont été britanniques pendant plusieurs années, puis la Fondation Alif et maintenant l'Agence française de développement. Nous allons signer mardi prochain au ministère des Antiquités et du Tourisme de Palestine à Bethléem, nous allons signer une convention pour une autre tranche de fouilles. Donc, je dirais ça, c'est un peu le cadre général des fouilles de l'école. Maintenant, pour répondre à votre question, on ne peut pas dire de façon générale que toutes les fouilles sont orientées. Ce n'est pas vrai. Ce ne serait pas juste de dire ça. Et ce serait pas. Il faut être honnête, il faut reconnaître les choses. Les Israéliens font un énorme travail d'archéologie. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a une histoire exceptionnelle, n'est-ce pas? Et j'ai vécu 6 ans à Rome. C'était un peu la même chose. Ici, vous ne pouvez pas donner un coup de pioche sans tomber sur quelque chose. D'ailleurs, on est très, très embêté souvent parce que si on doit faire un petit chantier, il faut tout de suite aller demander la permission. Dès que vous creusez plus de 50 cm, il faut une autorisation. C'est ce qu'on appelle l'archéologie préventive, hein. Et donc, il y a un énorme travail de fouille qui est fait par les Israéliens et qui est très, très intéressant et on trouve beaucoup de choses. Par exemple, si vous allez sur le site de Magdala, aujourd'hui, qui est tenu par les légionnaires du Christ, vous découvrirez une magnifique synagogue des premiers siècles qui a été découverte là-bas, ainsi qu'un port qui était un port d'exportation
probablement d'huile de poisson. Enfin, il y a des fouilles extrêmement intéressantes. Il y a des fouilles en Galilée, il y en a un petit peu partout. Alors, là où c'est plus compliqué, si vous voulez, c'est lorsqu'on tombe sur des sites comme Jérusalem en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a évidemment une valence scientifique, si vous, enfin, comment dire, idéologique très importante. Et le site les deux sites les plus sensibles sont évidemment la cité de David, hein, qui est au bas de l'Ophel, et où là, carrément, c'est une organisation de colons israéliens qui a la main, hein, El Had, et qui fait tout un travail de mise en valeur, mais aussi de construction d'un récit, si vous voulez. Et quand vous allez visiter ces sites, vous avez d'abord un petit film qui vous est montré, qui vous raconte une histoire, qui est souvent une histoire un peu orientée, hein. Et le deuxième site extrêmement sensible, c'est évidemment au pied du mur des Lamentations, le tunnel qui longe l'Ophel et qui débouche dans la Via Dolorosa, tout près de chez la flagellation, tout près, en face de chez les franciscains. Et puis aujourd'hui, le tunnel qui est pas le tunnel, le chantier qui est sous l'esplanade et qui correspond à l'ancien quartier des Maghrébins, le fameux quartier sur lequel Vincent Lemire a fait un livre absolument magnifique. Donc voilà, je dirais ça. Vous voyez, je dirais qu'il y a, de manière générale, un très grand professionnalisme des fouilles en Israël. Hein, il faut être objectif. Un très grand professionnalisme, mais c'est vrai qu'il y a dans le pays, évidemment, une tentation d'exploiter cela idéologiquement, et ça arrive. De fait, ça arrive. Est-ce que vous-même, dans vos projets, vous avez été limité parfois ou contrôlé, enfin, ou vous avez été face à des difficultés? Nous n'avons pas de grands projets dans le pays parce que, nous n'en avons pas les moyens. D'abord, je dirais, nous avons beaucoup fouillé dans le passé, hein, depuis l'époque de Devaux, etc. Et nous n'avons pas les équipes ni les budgets pour publier rapidement toutes ces fouilles. Donc, quelquefois, nous sommes encore en train de travailler sur des fouilles qui ont été faites il y a 20 ou 25 ans. Parce que, vous savez, publier une fouille, c'est pas simple. On fait des trous, très bien, on sort des tas de choses, on prend des notes, c'est ce qu'on appelle les cahiers de fouilles. Et puis après, vous avez des caisses et des caisses de tessons. Il peut y avoir des dizaines de milliers de tessons. Vous avez des monnaies, vous avez des os humains ou animaux, vous avez de la faune, vous avez tout. Et chaque chose requiert un spécialiste. Nous avons par exemple ici actuellement à l'école biblique 2 chercheurs polonais. Elle est une spécialiste des lampes. Vous savez, les lampes en terre, là. Bon, ben voilà, il faut trouver quelqu'un. Ben, pour ça, il faut le budget, il faut que cette personne ait du temps, etc. Et donc, je dirais d'abord, nous avons un très gros travail, un retard, il faut reconnaître, mais on publie quand même, on publie. Petit à petit, nous sortons les volumes, n'est-ce pas, sur Qumran, sur nos fouilles récentes de Gaza, etc. Donc, nous travaillons à la publication. 2, nous n'avons pas eu les moyens de faire des grandes fouilles dans le pays. Et donc, ce que nous faisons en Jordanie, là, nous n'avons aucun problème. En Jordanie, on n'a aucun souci. Sauf que peut-être quelquefois, ben voilà, il y a aussi le contrôle des antiquités jordaniennes. Hein, il faut faire attention, il y a les susceptibilités nationales. Vous voyez, on est des étrangers malgré tout. Donc, il faut rester à sa place. Hein. Et donc, du coup, là où je pense que nous pouvons intervenir, et finalement, là, les Israéliens nous reconnaissent ce droit, c'est que quand c'est en vieille ville, dans des sites chrétiens, en général, les Israéliens eux-mêmes font appel à nous. Ils disent, Père Jean-Baptiste, il faudrait que tu nous aides là, parce qu'ils savent qu'eux, ils ne peuvent pas trop intervenir, ça fera du bazar. Donc, quand il y a des fouilles à Sainte-Anne, à Lexio-Homo, à l'Éléona sur le mont des Oliviers, vous voyez, le monastère Saint-Jean-Baptiste des Grecs orthodoxes en vieille ville, c'est nous qui faisons ça, mais nous le faisons à la demande des antiquités israéliennes. Vous voyez, il y a un jeu complexe. Nous ne faisons pas allégeance, parce que pour nous, c'est un État de facto. Hein. Jérusalem, nous sommes toujours dans la partie occupée de Jérusalem. Donc, nous ne reconnaissons pas officiellement leur autorité, mais en même temps, on a des bonnes relations parce qu'on est bien obligé. C'est un jeu un peu complexe, mais on est en Orient. Vous savez, ici, les choses c'est pas germanique, hein, c'est un peu flou. Il y a du jeu et finalement, comme ça marche pas si mal. D'accord, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas tout mettre sous un même chapeau, hein. Mais Ouais. en même temps, je pense à
à des fouilles qui sont parfois faites où des fouilles mettent en danger les gens, les demeures des gens qui habitent Oui, dans le quartier, ça c'est et autre où chose. on peut se poser des questions. Oui, Oui. oui, ça c'est autre chose. Là, évidemment, il est clair qu'il y a un expansionnisme. Par exemple, la cité de David, elle est au-dessus de Silouane. Bon, Silouane est un quartier musulman assez islamiste, il faut dire les choses. Et donc, ça ne déplairait pas du tout aux autorités du moment qu'on puisse faire partir un certain nombre d'habitants. Ça ferait des gens en moins et ça ferait des sites en plus. Vous voyez, c'est de fait, il y a évidemment, parmi les projets actuellement qui inquiètent, par exemple, il y a un projet de parc national. Vous savez qu'en Israël, il y a une cinquantaine de parcs nationaux qui sont d'ailleurs très, très bien faits, hein, qui sont une sorte d'organisation de sites, par exemple, Bet Shean, vous voyez, Megiddo, tout ça. Ce sont des parcs qui sont bien organisés. Ça organise la visite, ça permet de préserver le site, on fait payer un ticket, enfin bref, le site est entretenu. Il y a actuellement un projet pour mettre le bas du Mont des Oliviers dans un parc national. Alors on se demande quel est le but. D'un certain point de vue, on comprend. Il y a là, vous savez, il y a toute une pente boisée qui est un peu à l'abandon. Voilà, il y a des jeunes qui viennent fumer. Vous voyez, c'est pas toujours très, très clair. Ça pourrait être mis en valeur. Maintenant, ça peut ne pas être que de la mise en valeur. Ça peut être aussi une façon de prendre un contrôle sur une région qui est d'abord tenue beaucoup par des communautés chrétiennes. Vous voyez, il faut juger au cas par cas. Mais il faut Oui, je toujours être pense très attentif. je pense à la cité de David aussi, le parc de la cité, je crois Bien qu'il s'appelle sûr. comme ça, hein, Oui, 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 tout qui, à fait. Oui, qui oui, grandit, qui prend de l'espace, mais qui prend de tout à fait. l'espace aux dépens de la Ah population oui, oui, locale, hein. tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Mm. Oui, 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 oui. Mm. Non, non, vous savez, c'est le pot de fer et le pot de terre, hein, ici. Les forces en présence sont pas du tout équivalentes, hein. Il faut essayer de tenir. Hein, on est dans un contexte difficile, il faut essayer de tenir, de rester là et puis de continuer à croire qu'on peut avancer. Et voilà. Mais vous voyez, la journée d'aujourd'hui, par exemple, m'a donné beaucoup de joie parce que vous voyez, cette maison d'Abraham, qui est quand même un lieu de rencontre aussi. Et quand on est dans un contexte conflictuel, il faut essayer de trouver les moyens de la rencontre. Et là, je trouve qu'ils ont fait des merveilles. Quelquefois, d'ailleurs, ça leur cause des problèmes. Les premiers événements qu'ils ont fait, la police est venue interdire. C'était une après-midi de cirque pour les enfants. Et on leur a dit, ah oui, mais ça, c'est financé par les Palestiniens, donc c'est pas autorisé, c'est terroriste. On dit, attendez, c'est des enfants, c'est du cirque. Vous voyez. Mais ils continuent, et ils font des belles choses aujourd'hui. C'est un exemple. Il faut tenir ici, il faut rester, puis voilà, faire le gros dos de temps en temps et avancer. C'est intéressant aussi ce que vous avez dit sur Gaza, hein. On oublie souvent qu'il y a un passé chrétien très vieux et très riche à Gaza. Et, Exceptionnel, exceptionnel. oui. Nous avons un grand ami qui s'appelle Christophe Oberlin, qui est un chirurgien français qui va opérer à Gaza 2 fois par an depuis 15 ou 20 ans et qui a fait un très beau livre il y a 2 ou 3 ans sur les chrétiens de Gaza. Je vous recommande ce livre. Et c'est un Très bien. livre magnifique parce qu'il montre justement que à Gaza, par exemple, il y a plein de pères de l'Église, n'est-ce pas, de Gaza, etc. Il y a un passé chrétien. Alors, ce qui est très intéressant dans le site que nous avons actuellement, c'est qu'il a été pris en main, enfin disons, nous avons été sollicités par une ONG française qui est humanitaire, qui s'appelle Première Urgence Internationale. Au début, on se demandait qu'est-ce qu'ils viennent faire à Gaza. Et en fait, ils se sont intéressés à ce site parce qu'ils pensent que ce site peut être un lieu de formation professionnelle de la jeunesse de Gaza. Et donc, depuis des années, à Gaza, nous formons des jeunes dans les métiers de la taille de la pierre, de la restauration des mosaïques, etc. C'est magnifique, magnifique. Si j'avais pensé, j'aurais même pu mettre en ligne aussi un petit film. On en a, n'est-ce pas? Je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez. Vous ferez circuler à vos adhérents, hein. Mais des petits films qui montrent que Gaza, notre site à Gaza, est devenu aussi une occasion de former la jeunesse dans une enclave qui est une prison en réalité. Les gens ne peuvent pas sortir. Et nous, pour y entrer, moi j'ai pu entrer une fois en 7 ans. Une fois en 7 ans. Ouais, ouais. Extra. Oui, donc alors, bon, aussi parce que je laisse le passage pour nos archéologues qui ont besoin d'y travailler.
Moi, quand je vais pour féliciter les gens, pour les remercier. Et voilà. Hein. Là, j'ai une question, je la reprends tout de suite. Hein. Sentez-vous un contrôle de la part des autorités catholiques? La réponse est non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il y a eu véritablement dans l'Église catholique une ouverture. Hein. J'ai évoqué 1943, l'encyclique Divino Afflante Spiritu de Pie XII, mais ensuite il y a eu Vatican II Dei Verbum. Il y a véritablement une ouverture et je dirais la science ne fait plus peur à l'Église. Hein. Les études bibliques catholiques sont extrêmement sérieuses et sont extrêmement scientifiques. On ne met pas les pouces pour dire ah ben non, ça c'est délicat, on abandonne. Non, pas du tout. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un certain contrôle. Il y a une commission biblique pontificale hein, où se passe la licence biblique. Il y a simplement 3 institutions, dont l'école biblique, qui sont habilitées à délivrer un doctorat en sciences bibliques. On peut faire un doctorat de théologie biblique partout dans le monde. Donc, il y a un certain contrôle qui reste, mais je dirais, moi, je n'ai jamais eu, depuis que je suis directeur de l'école, la moindre remarque, la moindre question, etc. Oui. Et puis, il y a cette question, les autres églises chrétiennes, et je pense aussi, est-ce que vous avez eu des contacts avec ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, donc la frange évangélique très, mettons, unilatéralement pro-politique Israël? Est-ce que là, vous avez eu l'école biblique comme les telle, autres? non, l'école biblique comme telle, non, mais il y a tel ou tel frère dominicain qui les connaît, voilà, qui les fréquente. Je dirais, mais l'école biblique comme telle, institutionnellement, non. On est quand même très marqué ici, on est à Jérusalem-Est, notre histoire, elle est connue, notre position politique, il est connue. On n'essaie pas d'alimenter le conflit, je veux dire, mais on est quand même solidaire de la région dans laquelle nous vivons. Hein. Il y avait une question sur la collaboration avec les autres églises chrétiennes. Je dirais, on a des relations amicales. Par exemple, il y a les luthériens de Bethlehem College, Bible College à Bethléem, qui sont des gens remarquables, n'est-ce pas? Mother Isaac, qui est le doyen, fait chaque année un colloque qui s'appelle Christ at the Checkpoint. C'est un titre magnifique. Hein. Et donc, on a comme ça des amis, si vous voulez. Mais ça n'interfère pas directement dans notre travail de l'école. On est quand même plutôt ici francophone, même si il y a quelques cours qui sont faits en anglais, mais on reste quand même d'abord une école francophone. Les franciscains de la flagellation enseignent plutôt en italien et les Allemands de la dormition enseignent en allemand. Donc il y a un peu une géographie linguistique, si j'ose dire, par la force des choses. En revanche, on a des collaborations intéressantes avec l'université hébraïque, par exemple. Parce qu'il y a à l'université hébraïque des gens extrêmement compétents et qui sont très bienveillants. Actuellement, par exemple, nous n'avons pas de professeur d'assyriologie depuis que le frère Marcel Sigrist, qui était professeur de l'école, directeur de l'école, qui est maintenant de retour à Strasbourg, est rentré chez lui. Et donc, je fais appel à un professeur de l'université hébraïque qui donne le cours d'assyriologie chez nous. Ça se passe très, très bien. C'est un monsieur extrêmement compétent, très éduqué, très bienveillant. Il n'y a aucun problème. Voilà. Mais je trouve que c'est très important que les églises aujourd'hui, qui étaient distantes les unes par rapport aux autres, collaborent et se rencontrent et s'engagent ensemble dans les projets. Tout à fait. Oui. Alors, il y avait une question sur Vincent Lemire. Vincent Lemire est un grand ami, vraiment un grand ami. On l'aime beaucoup. Il a présenté, son livre Au pied du mur à l'école biblique l'année dernière. J'étais il y a 3 jours à la présentation de sa nouvelle bande dessinée Histoire de Jérusalem à l'Institut français de Jérusalem. On est proches. Hein. Et nous avons en effet des collaborations avec le CRFJ. Vous savez, il y a 3 centres français à Jérusalem. Il y a l'école biblique, il y a l'Institut français du Proche-Orient, l'IFPO, mais qui est une toute petite antenne d'un institut qui est d'abord basé à Beyrouth et à Amman. Et ici, ils sont que 2 ou 3. Ils n'ont pas pratiquement de locaux, c'est tout petit. Et puis, il y a le CRFJ, qui est une branche du CNRS, mais qui est à Jérusalem-Ouest et qui dépend de l'ambassade de Tel Aviv. Vous savez, ici, c'est compliqué chez nous, hein, tout est à arbiscoter. Mais on a des bonnes relations. On a d'excellentes relations. Et par exemple, l'année dernière, il y avait au CRFJ de Jérusalem une très grande spécialiste de l'épigraphie médiévale
Estelle Ingrand-Varenne, qui est une très très grande chercheuse, qui était au CRFJ et qui travaillait beaucoup chez nous. Donc vous voyez, voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà. Il y a une remarque là sur les parcs nationaux, vous en avez Bien dit un sûr, mot. bien sûr. Oui, j'ai dit que les parcs s'étendent et j'ai dit qu'en effet, nous étions inquiets pour en particulier comment dire, oui, la mainmise possible sur des zones. Vous savez, les bulldozers travaillent beaucoup ici. Je suis allé ce matin, vous parliez de la collaboration avec les églises, autres églises. Je suis allé ce matin prêcher chez les Syriaques de Bethléem. Eh bien, en allant, je voyais à nouveau les ravages des bulldozers qui élargissent les routes, qui amputent tant de tours d'une partie de son terrain. Enfin, La question était quel est le regard des populations, c'est ça, sur le passé. Ben, écoutez, je vais vous dire, peut-être au risque de vous surprendre, à Gaza, nous sommes très impressionnés de voir comment les gens de Gaza sont fiers de ce passé chrétien. On aurait pu penser qu'ils seraient un peu hésitants, le fait qu'ils auraient préféré qu'on trouve des mosquées plutôt que des églises. Ben, pas du tout. Évidemment, ils seraient contents qu'on trouve des mosquées. Mais c'est tellement beau, n'est-ce pas? Ça attire le regard du monde. Et nous sommes très attachés à ce que nous faisons à Gaza, justement parce que ça sort un petit peu Gaza de l'espèce de mauvaise image qui est donnée dans le monde. Le Gaza, c'est le Hamas, c'est les terroristes, c'est les réfugiés, c'est des gens qui lancent des roquettes sur Tel Aviv. Ouais, ça arrive, mais c'est d'abord des gens qui sont enfermés, qui sont en prison, à qui on coupe l'eau et l'électricité régulièrement, n'est-ce pas? On se Et demande du coup, comment ils font pour survivre d'ailleurs. oui, mais il y a une résilience extraordinaire et ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Et ce que nous avons découvert à Gaza, justement, c'est une espèce d'énergie, hein, d'énergie. Et du coup, ils sont très, très fiers. Ils sont très, très fiers de ce qui se fait à Gaza et qui met en valeur le passé et auquel ils contribuent. Les femmes qui travaillent sur nos chantiers sont des filles voilées qui viennent de l'Université islamique de Gaza, n'est-ce pas? Oui, mais il y a quelqu'un qui dit là, ce sont les Palestiniens de 48. C'est vrai, ce sont Oui, beaucoup de réfugiés qui se sont installés à Gaza. bien Et sûr. c'est vrai aussi que dans les médias, enfin, je parle des médias français surtout, enfin les autres sans doute aussi, Gaza, c'est toujours le défilé, ce sont les cercueils, ce sont les Oui, oui, agressions, c'est la oui, 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 violence, oui, alors qu'il y oui, a oui, 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 tout un oui. vécu Oui, oui. beaucoup plus pacifique qu'on ne Mais le dit dans il les y a des médias. choses étonnantes. Je me souviens, il y a 3 ou 4 ans, j'étais à un dîner au consulat de France à Jérusalem avec des sénateurs de différentes régions françaises, ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Et il y avait des régions qui travaillaient avec des équipes de Gaza dans le domaine de l'informatique, des start-up. C'est-à-dire qu'à Gaza, on ne peut pas circuler, mais on ne peut pas emprisonner l'intelligence. On ne peut pas emprisonner la circulation des logiciels, vous voyez. Et donc, on était extraordinairement émerveillés de voir à quel point il y a une espèce de vitalité, n'est-ce pas? Et en fait, le docteur Oberlin, que je citais tout à l'heure, dit volontiers, à Gaza, les jeunes chirurgiens avec qui je travaille sont aussi bons que ceux de Paris. Sauf que de temps en temps, ils n'ont pas de quoi opérer parce qu'il n'y a plus de matériel médical, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, donc il y a un vrai. On est très heureux de travailler là-bas. Et donc, on va signer mardi prochain pour une grosse enveloppe de l'Agence française de développement pour un projet sur Gaza et auquel nous avons ajouté une petite partie sur notre domaine de Jérusalem, à l'école biblique. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes menacés. Nous avons un terrain important à la porte de la vieille ville. Nous savons qu'il est menacé par la municipalité. Et donc, on voudrait mettre en valeur toute la partie byzantine qui est autour de la basilique pour le nettoyer, le rendre visitable au public et permettre au public du voisinage et même au public israélien de venir voir et de voir que ce ne sont pas une forteresse, ce ne sont pas un lieu, voilà, on fait des choses intéressantes, intelligentes et on est bienveillant. Merci, hein. Vous avez, oui, tiens, je prends tout de suite la question qui est là sur le départ des Palestiniens chrétiens. Et Ben, on peut parler oui, du vous départ savez, aussi de tout ce qui se passe à Silouane et ben ailleurs, hein. d'abord, enfin, les Silouanes, il n'y a pas de chrétiens beaucoup, mais les chrétiens, j'allais dire d'abord, beaucoup sont déjà partis, malheureusement. Beaucoup sont déjà partis. C'est plutôt qu'est-ce qui reste, hein. Aujourd'hui, il reste moins de 1% en Palestine.
et 2% en Israël, Mhm. les Arabes de 48, si vous voulez. Et donc, c'est très peu, très, très peu. Et voilà, l'émigration continue certainement petit à petit pour différentes raisons. D'abord parce qu'évidemment, il y a ce contrôle politique israélien qui est dur. Peut-être aussi parce qu'il y a une perte de confiance dans le leadership palestinien. Il y a une vraie crise politique en Palestine. Il ne faut quand même pas se cacher non plus. Il ne faut pas mettre toute la faute de tout le monde, des autres. Il y a une vraie crise de leadership. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de vraie élection depuis plus de 15 ans. Et donc, si vous voulez, les dirigeants sont des gens âgés, etc. Hein. Alors, peut-être ceci a été provoqué, entretenu, on peut discuter. Mais il y a un vrai problème. Et donc, du coup, il y a en effet une tendance au départ que les églises essayent de contrecarrer par des projets sociaux en particulier. Vous savez que aussi bien d'ailleurs les orthodoxes que les catholiques, la custodie de Terre Sainte, ont eu des grands projets de formation professionnelle, des programmes de logement, etc., pour essayer de fixer les chrétiens sur place. Mais ça ne suffit pas, malheureusement, ça ne suffit pas. C'est difficile. Je fais partie de la commission Justice et Paix du diocèse de Jérusalem, qui est présidé par Monseigneur Michel Sabart, n'est-ce pas, notre merveilleux ancien patriarche, hein, qui est une personne extraordinaire. Et bien L'avion, un Zoom malheureusement, d'ailleurs. Mhm. oui, c'est ça. Et malheureusement, nous constatons chaque mois, dans chaque réunion, les problèmes nouveaux qui se posent et on se sent souvent un peu impuissant. On essaie de proposer des textes aux évêques pour qu'ils prennent position. Ils ne sont pas toujours très courageux non plus. C'est pas facile. Ouais. Dites-nous Faut comment vous tenir. voyez l'avenir. Comment vous voyez l'avenir à la fois des chrétiens et de la région. Je crois que d'abord, l'avenir est très sombre pour Israël, paradoxalement. Parce que je vois aujourd'hui beaucoup d'Israéliens extrêmement inquiets devant ce qui est en train de se passer dans leur pays. On est quand même à un moment où le gouvernement Netanyahou est en train de signer avec les pires alliés, avec des gens extrêmement dangereux. Et beaucoup d'Israéliens sont extrêmement inquiets de ce système qui est en train de se mettre en place. Alors, est-ce que ces alliances dureront? On ne sait pas. Hein, mais c'est tout de même très inquiétant pour Israël d'abord. Est-ce que véritablement, enfin, les fondateurs de l'État d'Israël n'ont pas voulu ça? Au départ, Mais la question que l'on peut se poser, c'est quand même, ce sont des gens qui ont été élus. Hein. oui, ils ont Donc, été élus comment oui, bon, regardez les élections en France. Je veux dire, si vous mettez bout à bout c'est l'extrême vrai. droite et l'extrême gauche, Oui. ça fait les 2 tiers de l'électorat. Oui. Hein, donc, ça veut dire qu'on est dans un processus, Mélanie en Italie, on est dans un processus mondial de défiance vis-à-vis de la politique et on élit les populistes, on élit des Bolsonaro, on élit des gens comme ça, ou des Trump, vous voyez. Oui. Donc, il y a une problématique globale. Hein, et de fait, donc je dirais, on est inquiet. Évidemment, ça a des conséquences pour la Palestine parce que il n'y a plus de processus de paix. Il ne faut pas se raconter des histoires. C'est fini le processus de paix. La solution à 2 États, c'est un espèce de mantra qui est répété par les puissances européennes. Mais voilà, pour le moment, voilà, on maintient des gens en vie sous perfusion. Il y a des centaines de millions d'euros qui sont déversés chaque année pour permettre à la Palestine de ne pas s'étouffer, n'est-ce pas, de payer les fonctionnaires, etc. Même, alors que, je veux dire, la Palestine serait très vivable et viable si on la laissait exister véritablement, s'il n'y avait pas ces contrôles de sortie des marchandises, les contrôles des personnes, etc. Mais voilà, c'est ainsi la situation. Tout à fait. Hein. On ose parler de plus en plus d'apartheid aujourd'hui, hein, aussi, ce qui était un mot tabou et qui l'est encore Oui, dans beaucoup oui, de milieux. oui, oui, oui. Mais il se fait, on a quand même l'impression qu'il y a une résistance chrétienne et une coopération des différentes instances chrétiennes que l'on n'avait pas il n'y a pas si longtemps. Oui, il y a beaucoup d'initiatives. J'étais il y a quelques jours à la cérémonie de passation des équipes de IEPPI, vous savez, les Oui, oui, oui. observateurs européens ou Conseil chrétiens, œcuménique, conseil œcuménique, c'est quand même tout très à fait. intéressant. Vous voyez, là, on Oui, a oui, oui. tous les 3 mois une trentaine de personnes laïques, hein, enfin des différentes églises chrétiennes, qui viennent sur place observer. J'ai par exemple rencontré une femme qui utilise faire glisser son moi, elle était extrêmement bouleversée
Elle avait par exemple assisté à la comparution de 12 mineurs en cour martiale, 12 mineurs palestiniens en cour martiale, et elle avait été absolument, comment dire, effondrée de voir le traitement, etc. Et vous voyez comment les familles étaient malmenées. Voilà. Il faut le courage de tenir, il faut beaucoup de courage. Moi, j'ai vécu 30 ans dans le monde arabe, j'ai vécu en Irak, j'ai connu le printemps arabe au Caire. Je veux dire, je trouve beaucoup plus difficile de vivre ici, non pas parce que c'est dangereux, c'est pas dangereux pour moi, mais c'est un vrai défi à l'espérance. Et c'est un défi pour ne pas sombrer dans le manichéisme, les bons et les méchants. Ils sont comme si ils sont. C'est plus compliqué que ça. Et du coup, il y a un vrai enjeu, je dirais, d'être là honnêtement, d'essayer d'accompagner avec bienveillance, de prendre position, tout en se reconnaissant que nous sommes des étrangers. Donc moi, j'ai pas voix au chapitre ici. Et si je la ramène trop, ben, on va me dire, écoutez, votre avion, c'est demain matin. Hein, donc on est obligé d'être voilà, à notre place. Hein, des autres. C'est toujours cette tension entre notre responsabilité en lien, je la mets en lien avec notre foi, nos convictions chrétiennes. Hein. Nous avons des choses à dire et à faire. Et vous me donnez l'occasion, ça a été très apprécié. Je l'ai entendu que vous étiez à la cérémonie d'envoi de l'équipe 86 là, de EAPPI. Oui. Je crois que c'est important aussi chez nous que le travail et les messages des envoyés, des accompagnateurs œcuméniques soient entendus et partagés. Hein. Oui. Ça ne se fait pas autant que cela pourrait se faire. Hein. Oui. En tout cas, je vois que l'heure passe. Écoutez, Père Jean-Jacques Pernez, merci. Un très, très grand merci. C'était très riche tout ce que vous avez partagé avec nous. Et vous avez bien fait aussi de dire il ne faut pas généraliser, mais en même temps, il ne faut pas taire les difficultés. Il faut être témoin et en même temps rester dans l'espérance. Au fond, moi j'ai un rêve, parce que je trouve que Jérusalem, ce serait le meilleur endroit au monde pour enseigner le goût de l'autre. Parce que cette ville des trois monothéismes, n'est-ce pas? Imaginez, rêvons un peu, que Jérusalem soit le lieu où chaque été, on fait des grands congrès de jeunes, où chrétiens, juifs et musulmans se rencontrent. Imaginez que, vous voyez, ce serait formidable. Cette ville a un message. Le pape Jean-Paul II disait le Liban est un message. Mais ce pays, cette ville en particulier, pourrait être un message, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on fait des murs, on fait des checkpoints, on fait des barrages, voilà. Donc, il faut tenir bon et garder l'espérance. C'est le mot de la fin, hein. C'est formidable. Merci. Le mot de la fin. On reste dans l'espérance. Hein. Merci aux amis de Sabile. Vous êtes des gens formidables. Vous savez, ici, je vais quelquefois aux réunions de Sabile, et pour eux, c'est très important de savoir qu'il y a ce réseau à l'étranger, n'est-ce pas? J'avais aussi participé à une conférence de Noah Cormy, je crois, il y a quelque temps, qui était plutôt anglophone. Enfin, il y avait un autre monde, mais voilà, c'est très important que vous soyez là comme des amis qui soutiennent. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, au revoir, merci bien. Et bonne espérance. Hein. Merci bien. Noël arrive, c'est bien. Noël arrive. Merci. Noël arrive, comme vous dites, c'est vrai. Au revoir.